le podcast de la médiathèque L'Albatros. Les entretiens du secteur adulte. Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Brassard, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Lille, spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire. Alors, nous allons lui poser des questions, bien sûr, sur Napoléon et l'Empire. Alors, première question, plus personnelle. Comment et pourquoi devient-on historien ? Et pourquoi cette période ? Bonjour et merci Emmanuel. Alors, comment et pourquoi devient-on historien ? C'est d'abord un peu par hasard. Pour ma part, je sais à qui je dois d'être devenu historien. Je le dois à ma nounou, c'est-à-dire la dame qui m'a élevé. Ma mère travaillait, et donc je passais mes journées d'enfant chez une voisine qui est devenue une seconde mère de cœur. Et elle était très marquée par l'histoire, puisqu'elle était la fille d'un poilu. Elle était une veuve de guerre, donc son mari était mort pendant 1939, et elle était mère de deux officiers. Donc c'est par son biais que j'ai rencontré l'histoire, dans une histoire qui était quand même une histoire assez patriotique, une histoire autour de l'engagement militaire, une histoire de la Grande Guerre, une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, avec elle, l'histoire a pris sens et elle a eu soin aussi de m'emmener visiter d'autres lieux qui correspondaient à d'autres périodes. Par exemple, je me souviens que mon premier voyage en train, je l'avais fait vers une ville qui est Laon, en Picardie, pour aller voir les fortifications de cette ville, aller voir la cathédrale, l'hôtel-Dieu. Et donc c'est par son biais, en fait, parce qu'elle avait un récit sur l'histoire, parce que l'histoire avait profondément bouleversé sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'enfant aussi, que j'ai rencontré l'histoire. Et puis ensuite, par le biais de mes parents et de mes grands-parents, j'ai rencontré une autre histoire, mais dite moins explicite. C'était par exemple, puisque j'avais une famille qui était des paysans. Je l'ai rencontré, par exemple, dans ce qui était très à la mode dans les années 80, les fêtes de la moisson, où on exposait des anciens outils, toutes ces résurgences d'un passé paysan oublié. Et là, en fait, j'ai approché un autre type d'histoire qui était celle de la paysannerie. J'ai aussi approché les histoires du monde ouvrier, puisque j'avais une famille qui était pas très loin du familistère de Guise, dans le nord de l'Aisne, en Thiérache, donc pas très loin de Fourmies. Donc j'ai rencontré là une autre type d'histoire, même si c'était une histoire qui correspondait davantage à des visites du dimanche, mais pas un récit. Et donc je dois d'être devenu historien à ma nourrice, celle que j'ai appelée ma nounou, ma Manou exactement, qui elle m'a constamment bercé d'un récit de l'histoire. Et c'est comme ça que très jeune, dès l'école primaire, j'ai eu envie de faire de l'histoire, parce que je comprenais qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde qui était devant nous, qui était un petit peu le monde de l'espace, de la science-fiction, et je n'arrivais pas à me projeter. Et il y avait un autre monde qui était le monde derrière moi, et dans lequel je me projetais plus facilement, lequel je vibrais davantage. Et voilà comment je suis devenu historien. Puis après, on devient historien en faisant de sa passion un métier. Donc, ça impose de suivre des études littéraires et historiques et géographiques aussi, parce que un bon historien est quelqu'un qui ne fait pas que de l'histoire. Un historien se nourrit de ce que font les autres, se nourrit de l'art, se nourrit de la littérature, se nourrit de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'économie, de la sociologie. Donc en fait, j'appelle tout le monde à élargir le spectre de ses intérêts pour devenir un historien. Et donc après, c'est un parcours très, très classique d'historien qui mène
jusqu'à l'agrégation et au doctorat d'histoire à l'Université de Lille. Question plus sur notre sujet du moment, sur Napoléon donc. Alors Napoléon a-t-il joué un rôle dans la Révolution ? Alors, si on considère que la Révolution, c'est 1789, décembre 1799, Napoléon n'est pas au pouvoir à ce moment-là. Il prend le pouvoir au mois de novembre 1999. Est-ce qu'il joue un rôle dans la Révolution ? Oui. Oui, malgré le fait qu'il ne soit pas encore au pouvoir. Il joue un rôle dans la Révolution parce que Napoléon n'aurait pas existé. Il n'y aurait pas eu d'empereur si il n'y avait pas eu la Révolution. Pour faire simple, Napoléon n'est pas promis aux plus grandes destinées militaires de par sa naissance. Il est à peine français, puisqu'il est né en Corse, et que la Corse venait à peine d'être française. D'ailleurs, au moment où il naît, la Corse n'est pas française, elle est encore génoise. Donc Napoléon, de par ses origines corses, c'est-à-dire quand même un Français de fraîche date, de par son extraction sociale, petite noblesse corse, ne pouvait pas être dans un système social de l'Ancien Régime. Il ne pouvait pas être appelé aux plus hautes fonctions militaires. Or, c'est parce que la Révolution survient que sa carrière militaire va être stratosphérique. Parce que, comme chacun sait, les postes d'officiers dans l'armée sont quasi exclusivement réservés à la noblesse et, si possible, la haute noblesse. Et c'est de plus en plus vrai depuis les années 1780 où un certain nombre d'édits royaux, qu'on appelle les édits de Saint-Germain, du comte qui les a pris, le comte de Saint-Germain, ont restreint les plus hauts grades de l'armée et ont fermé ces grades à la petite noblesse et surtout aux roturiers. Donc la Révolution survient, la haute noblesse qui détient ces postes de commandement dans l'armée fait, pour la plupart d'entre elles, sauf quelques exceptions notables, fait pour la plupart d'entre elles le choix d'émigrer. C'est un acte politique, il fuit la France de la Révolution. Et lorsque la guerre va survenir en 1792, eh bien, en avril 92 exactement, la France n'a plus de commandement militaire expérimenté. Donc, elle doit promouvoir des officiers, des sous-officiers ou des officiers de valeur au poste de haut commandement. Et donc, ça va être un moment de promotion militaire extrêmement rapide et important pour bon nombre de roturiers ou de petits nobles. Et Napoléon Bonaparte va en faire l'expérience. Napoléon Bonaparte est lié à la Révolution. Parce que ce qui va accélérer sa carrière militaire, c'est le fait d'être choisi comme général à 26 ans. 26 ans, vous êtes général, mais pourquoi ? Parce qu'on manque de généraux. On a remarqué cet officier subalterne, on a remarqué qu'il avait du talent, qu'il servait dans une arme nouvelle qui est l'artillerie, et il s'agit de reprendre le port de Toulon, Toulon qui s'est soulevé contre la Convention nationale dominée par les montagnards, et Toulon va se donner à l'escadre anglaise. Donc il faut reprendre Toulon, le grand port français sur la Méditerranée, et donc c'est un politique qui est envoyé, Pierre-Paul Barras, et un militaire, et c'est le jeune Napoléon Bonaparte qui est choisi, et il est notamment choisi à cause de sa proximité avec les Jacobins au pouvoir. Napoléon Bonaparte est à ce moment-là idéologiquement proche de gens comme Robespierre.
et ça lui vaut ce caractère de militaire politique et politisé, lui vaut d'être choisi en tant que jeune lieutenant, capitaine, va se retrouver très rapidement propulsé général, d'autant qu'il mène un siège victorieux de Toulon. Et donc sa carrière à ce moment-là, sa carrière de général est lancée. Il devient général, je redis, à 26 ans. Elle est lancée et elle est en lien intime avec les intérêts républicains. Ceci dit, Bonaparte a aussi une intelligence politique, c'est-à-dire que lorsqu'en l'an 3, à la chute de Robespierre, on lui propose d'aller dans le bourbier vendéen pour pacifier la Vendée, il prend soin de refuser cette proposition, ce qui lui vaut en fait de s'éloigner du pouvoir politique, de connaître quelques mois de vache maigre. Il est officier sans emploi, sa carrière qui s'annonçait stratosphérique est interrompue par ce refus. Mais une nouvelle chance se présente à lui, c'est lorsque Paris gronde d'une nouvelle insurrection, mais d'une insurrection royaliste. Et à ce moment-là, eh bien, le pouvoir, la convention thermidorienne, eh bien, lui confie le soin de la répression. Je te préviens, citoyen. J'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler. Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli. Et c'est la célèbre insurrection de Vendémiaire que Napoléon va écraser avec une arme nouvelle. Pour la première fois, on écrase une insurrection populaire et royaliste. Elle est écrasée à coups de canon, c'est-à-dire que c'est pas des boulets. Enfin, les boulets contiennent exactement de la mitraille, et donc tous les insurgés sont mitraillés. Au niveau aujourd'hui à Paris de l'église Saint-Roch, et sur la façade de l'église Saint-Roch, il y a encore les impacts de la mitraillade des canons commandés par Bonaparte. Donc Bonaparte devient à ce moment-là le sauveur du régime républicain. Et donc voilà, il est devenu un militaire politique dont le sort militaire est lié à son engagement en faveur de la République. Et c'est la raison pour laquelle il sera choisi parmi tous les généraux républicains pour commander une armée importante, la célèbre armée d'Italie en 1796.